Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle aujourd'hui du harcèlement sur son lieu de travail. On va en parler avec Brigitte Vaudolon, administratrice à la FIRPS, et elle a un livret justement extrêmement détaillé sur ces enjeux autour du harcèlement au travail. Le cercle RH et un grand entretien avec Marc Sanchez, le secrétaire général du SDI. Les indépendants face à toutes les réformes qu'on nous annonce, la hausse du SMIC, la hausse des impôts. On fera le point avec lui. C'est vrai que le moral des TPE, PME n'est pas au beau fixe. On en parle dans le grand entretien. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, booster la RDI, recherche et développement. Ça veut dire booster l'emploi. Et on va en parler avec Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez WinePoint, qui d'ailleurs lance un grand événement autour justement de ces enjeux de R&D. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui du harcèlement, harcèlement au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, c'est un sujet très très vaste, dont on parle beaucoup sur ce plateau, avec un éclairage. Brigitte Vaudolon, merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice à la FIRPS et vous avez devant vous ce document qui va probablement accompagner un document actualisé. La FIRPS, rappelons-le, c'est des cabinets, plus de 21 cabinets, et grâce à leurs données, à leurs travaux, ont donné naissance à ce fascicule, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. C'est un travail collectif des 21 cabinets de la FIRPS qui ont réuni leurs consultants toute une journée. On a fait des ateliers, en fait, et on a synthétisé, on a essayé vraiment d'être le plus concret possible, le plus pragmatique possible, donner des conseils, faire un guide pratique qui donne des repères, parce que face à des allégations de harcèlement, il est extrêmement complexe, en fait, d'aborder ces sujets. Donc, des repères pratiques pour aborder les choses en toute sécurité. Vous soulevez le problème de fond que rencontrent les cabinets, les RH et les entreprises. Est-ce que je suis face à quelqu'un qui est réellement harcelé, ou est-ce que je suis face à quelqu'un dont le manager, par exemple, lui a demandé des résultats, des comptes, et les cabinets et les RH sont toujours face à un casse-tête, en disant il faut éviter le harcèlement, sans réellement savoir si on est dans un cas de harcèlement. C'est un sujet quand même, ça. C'est un vrai sujet, oui. Quand on en a débattu avec les consultants de nos cabinets, on s'est accordé pour dire que dans les 3/4 des situations, ce n'est pas du harcèlement au sens légal du terme. Nous, on n'est pas habilités à juger ça. Mais c'est la justice qui finalement va trancher ? Oui, c'est le juge qui, en dernier ressort, décide si c'est harcèlement ou pas. Nous, on est fondés à instruire des choses, à interroger des gens, à pouvoir faire une analyse. Et dans la plupart des situations, on constate que ce sont des problèmes de communication. C'est parfois du management très maladroit. C'est parfois, effectivement, des injonctions à faire des choses là où avant j'avais un manager qui me demandait rien. Donc ça peut être aussi les conséquences du Covid qui a fait beaucoup de dégâts sur la santé mentale des Français. Trop souvent, c'est la 4e de couve de votre guide, trop souvent les conclusions d'une enquête pour harcèlement ne font que des déçus et engendrent des conséquences délétères pour le collectif du travail. Oui. Ça veut dire que parfois on crée une sorte d'énergie incroyable autour d'un dossier de harcèlement, il fait pchit, et puis la personne revient au travail, et là quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça crée des tensions? La personne qui se sent mal, parce que la plupart du temps, il faut bien reconnaître qu'il y a une souffrance derrière. C'est exactement ça. Ne dit pas qu'il est harcelé comme ça, juste pour faire joli. C'est un signal d'alarme, en fait. Souvent, c'est un signal d'alarme où il y a de la souffrance derrière. Donc, si vous dites que vous vous sentez pas bien, que vous sentez harcelé, et qu'il y a une enquête qui démontre que ce n'est pas du harcèlement, vous êtes déçu, en fait. Et la personne qui est mise en cause, le manager ou un autre collègue mis en cause... Touché, elle aussi. C'est extrêmement difficile. Il y a des gens qui dorment plus la nuit après des allégations. Ça peut aller plus loin. Oui. Ça peut aller jusqu'à des dépressions nerveuses et des situations de burn-out pour celui qui a subi injustement une accusation. Oui. Vous le destinez à qui? Parce qu'on a bien vu ce travail collectif qui permet d'actualiser, de réfléchir à ces sujets. Qui doit lire ce livret?
tous les acteurs de la qualité de vie au travail. C'est les DRH, mais c'est aussi les partenaires sociaux, c'est aussi n'importe qui, un patron de PME qui n'a pas forcément un gros cabinet à ses côtés, qui voudrait mieux aborder les choses. C'est vraiment... On l'a fait accessible normalement à tous, donner des conseils simples, des repères simples pour justement pouvoir permettre d'avancer sur ces sujets qui sont extrêmement glissants. Pour terminer notre échange et revenir sur ces enjeux, ils sont forts. Vous dites, c'est pas à nous de juger, mais n'empêche que le DRH, il a quand même dans son bureau ou sur son bureau un dossier à traiter. Et elle ne peut pas le renvoyer à la justice. Il faut lancer une enquête. Il y a des partenaires sociaux qui... Pas toujours. Comment justement, on fait? pas toujours. On parle, on démine, on explique, on comprend. On peut déjà investiguer la situation, faire une première, analyse avant de s'engager dans une enquête. Une enquête, c'est coûteux d'un point de vue humain, c'est coûteux d'un point de vue budgétaire, et donc c'est mieux de l'éviter, franchement. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, en premier recours, quand les personnes sont encore en capacité de se parler, quand elles l'acceptent, la médiation est une solution aussi envisageable pour ne pas aller jusqu'à une enquête. Donc jusqu'à une enquête et jusqu'au pénal. Il faut préciser que le harcèlement va jusqu'au pénal. Ce n'est pas les prud'hommes qui ont à gérer ce type. C'est très lourd. C'est excessivement lourd. Et rappelons que certains avocats glissent le harcèlement, il faut quand même le préciser, comme un élément supplémentaire de négociation pour le salarié. Parce que ça permet Oui, nous le constatons effectivement de temps en temps que certains avocats ont pu conseiller des clients pour sortir des barèmes. Le levier du harcèlement. Attention, danger, lisez ce livret, ça permettra peut-être à vous, DRH, chefs d'entreprise, de PME, de TPE, on va en parler dans quelques instants, d'avoir aussi des repères pour savoir ce qui est du harcèlement, ce qui n'est pas du harcèlement. Merci de nous avoir éclairé, Brigitte Vaudolon. Vous êtes administratrice à la FIRSP, qui est le rassemblement de 21 cabinets, et c'est le fruit de ce travail que vous nous avez présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On tourne une page. Le Cercle RH, grand entretien, évidemment, avec cette actualité, un nouveau gouvernement, des réformes, le SMIC, des hausses d'impôts, et bien évidemment des enjeux forts pour les TPE, pour les PME. On en parle tout de suite avec notre invité, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH pour parler des dossiers chauds de la rentrée. Je veux parler des dossiers qui vont impacter les entreprises et aujourd'hui en particulier les PME, les TPE, tous ceux qui ont des petites entreprises et qui évidemment observent la nomination de ces nouveaux ministres à l'industrie, à l'emploi et au travail et les mots de Michel Barnier, parce qu'il va se passer évidemment des choses dans les semaines à venir. Et on en parle avec vous, Marc Sanchez. Ravi de vous accueillir. Merci. Secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants. Combien d'indépendants réunis au sein de votre syndicat ? Aujourd'hui, on fédère entre 25 et 30 000 entreprises en adhésion directe. En liaison directe, ça veut dire que vous avez une photographie assez précise de l'état d'esprit des PME, TPE. D'abord, un petit mot quand même sur le bilan, parce qu'on va parler des enjeux de SMIC, puisque c'est évoqué, de salaire, d'impôts. Un bilan quand même sur l'état des lieux. On a eu une crise Covid avec un soutien massif de l'État, chômage partiel, des prêts contractés par une partie de votre réseau. Et on voit aujourd'hui les conséquences qui avaient été indiquées. L'effet domino, c'est des faillites qui augmente. Je ne dis pas de bêtises. Non, si on prend les statistiques de la Banque de France, au mois de juillet, on était en lycée sur 12 mois à 63 000 liquidations judiciaires, dont à peu près 26% d'entreprises de moins de 5 salariés. Donc on est effectivement sur un niveau de cessation, et on n'a pas encore fini l'année, qui est effectivement colossal, qu'on n'a quasiment pas connu depuis les 15 dernières années. C'est ce que je disais, en fait, c'est des chiffres. Il faut revenir dans les années 2002-2003. Oui, à peu près à la crise 2002-2003 et les subprimes aussi, 2006, 2007, 2008. À peu près, Quel est le problème ? Parce que ça, c'est votre réseau. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, aujourd'hui, met la clé sous la porte ? Elle n'arrive plus à payer les prêts, elle n'a pas les clients en face. Qu'est-ce qui se passe ? Disons qu'il y a eu beaucoup d'événements. Alors, vous avez évoqué effectivement la crise du Covid, mais on en est assez loin aujourd'hui. Et je pense que les entreprises qui tombent les conséquences ne sont pas liées directement au Covid. On est plus en dernier ressort sur la baisse de la consommation, notamment l'inflation et la crise énergétique qui laisse encore pas mal de traces aussi dans des entreprises de proximité. Je pense aux boulangers, au pressing notamment, qui sont dans de vraies difficultés.
l'inflation, on nous dit que c'est derrière, mais je lis ce matin dans la presse que les restaurateurs, par exemple, vont augmenter considérablement leur prix et qu'un certain nombre de secteurs va faire la même chose. Ouais. On se mord la queue, puisqu'en fait, les restaurateurs augmentent les prix parce qu'ils ont moins de consommateurs. Et en augmentant les prix, ils risquent d'en avoir encore moins. Enfin, c'est pas un cercle vertueux. Ça n'est jamais un cercle vertueux. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, forcément, c'est une conséquence inflationniste. Ça joue sur les marges des entreprises. Donc, il faut aussi à un moment que l'indépendant, le commerçant, l'artisan puisse vivre de son activité. Donc, forcément, si on a du mal à essayer de rogner sur ses frais généraux, ses fournisseurs, et qu'on a assez usé sa propre rémunération, parce qu'il ne faut pas oublier là-dedans aussi, quand on parle de pouvoir d'achat, quel est le pouvoir d'achat des indépendants, des commerçants, des artisans. Aujourd'hui, dans notre dernier baromètre, on a constaté qu'on avait quand même 47% des sondés qui touchaient moins d'un SMIC pour 200 heures mensuelles. Donc effectivement, la crise de pouvoir d'achat, elle est impactée sur les salariés, mais elle est aussi impactée sur les entreprises. Et encore à ce jour, en tout cas, c'est les entreprises qui permettent d'avoir des salariés. Arrivons aux réformes envisagé, puisqu'encore une fois, le discours de politique générale du Premier ministre n'a pas eu lieu. Il aura lieu début octobre. On a quelques pistes. Il a donné quelques informations confidentielles, notamment sur les hausses d'impôts. Il a ouvert la porte. Oui. Il a ouvert la porte. En tout cas, il a clarifié, en tout cas, sa position et confirmé sur... Il a ouvert la porte et certains s'y sont engouffrés. Je pense notamment à la déclaration de Patrice Martin. Exactement. Nous sommes prêts, dit-il, au MEDEF. Oui, enfin, lui est prêt peut-être avec ses grandes entreprises, mais nous, dans nos entreprises à nous, donc les moins de 5, les moins de 10 salariés, c'est une ligne rouge à certainement pas franchir, parce qu'elle ne sera pas ni supportable ni acceptable. On est déjà quasiment au taquet. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un niveau de pouvoir d'achat au niveau des travailleurs indépendants aujourd'hui, pour la moitié d'entre eux en tout cas, qui est plus que faible si on met ça en rapport effectivement au nombre d'heures travaillées, aux risques qui sont pris, aux investissements qui sont faits. Et cette situation d'incertitude qui dure quand même depuis la dissolution, donc ça fait quand même un certain temps, a déjà des conséquences économiques, puisqu'on a quasiment 69% de nos adhérents qui nous expliquent aujourd'hui qu'ils ont arrêté leurs investissements quand ils en avaient encore la capacité, voire même leur recrutement. Donc en fait, ces phénomènes ne se constatent pas encore directement maintenant, mais on risque effectivement en 2025 de beaucoup tanguer si on a une politique fiscale qui est la même pour toutes les tailles d'entreprises. Alors précisons quand même que les entreprises françaises contribuent largement à l'effort national, puisque le taux de prélèvement, qu'on soit l'INSEE ou Banque de France, c'est un peu plus de 47% de cotisation. Ça veut dire que le Premier ministre envisagerait d'augmenter les cotisations, de travailler sur la CSG, CRDS, quels sont les leviers selon vous, parce que vous n'avez pas encore d'interlocuteur, j'imagine que vous n'avez pas encore vu votre ministre de préférence. On est en attente du rendez-vous à ce stade, mais je avec pense qui, avec lequel, avec les deux, avec le ministre de l'économie et du budget, M. Armand, et Laurent Saint-Martin, qu'on connaît bien parce qu'on a déjà eu l'occasion de travailler avec lui, effectivement, au niveau des comptes publics, et je pense que c'est lui, sous la tutelle de Michel Barnier, qui aura effectivement les éléments de décision. Donc c'est à eux à qui vous allez déposer le baromètre et les chiffres que vous nous donnez sur le plateau, là, aujourd'hui, oui, en leur disant où est-ce que vous allez pouvoir augmenter les impôts. Alors, il y a déjà des pistes qui ont été évoquées par le Premier ministre. Je pense, là encore, il y a une interview qu'il a accordée dimanche, il me semble que c'était dans le JDD, où il parle effectivement de revoir un petit peu le principe de rémunération des dividendes pour les dirigeants de SAS, notamment, en voulant effectivement limiter les dividendes, un peu comme dans les SARL, où vous avez un pourcentage en fait du capital social, en voulant limiter les dividendes et passer la partie supplémentaire sur l'ISR et donc y intégrer les cotisations sociales. Ça, je pense que ça va être la recette estimée, c'est grosso modo à peu près, d'après nos calculs, à peu près 1,5 milliard d'euros qui risqueraient de tomber, mais qui sont de la rémunération effectivement à nouveau taxée en moins pour des chefs d'entreprise qui se rémunèrent sur les dividendes pour certains d'entre eux. Notamment, oui. Donc ça risque d'être une très très mauvaise surprise. En coût moyen, si on lisse, ça fait à peu près dans les 3 000 euros d'augmentation à peu près annuelle. Emmanuel Macron avait dérégulé, permis un accès aux dividendes large en payant une taxe. Oui. En fait, c'est une vieille recette qu'on ressort aujourd'hui, qui effectivement essayait de mettre en place un système d'inéquité, soi-disant, entre la forme sociétale SARL et la forme SAS. Le problème, c'est que le gouvernement a vu que la forme SAS est une forme qui est en explosion, c'est-à-dire en constitution d'entreprise aujourd'hui. Les experts comptables disent. Il y a 630 000 SAS et ça va monter. Donc forcément, c'est plus facile d'aller taper en termes d'imposition sur une structure sociétale qui va gonfler plutôt que sur une structure qui va diminuer. Parce que plus l'assiette est large,
Exactement. Plus la et ça fera du rendement qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais là encore, sans contrepartie, c'est tout le problème. Vous avez envie de lui dire quoi, Laurent Saint-Martin et au ministre de l'économie? Concrètement, vous avez, examiné des pistes possibles? Parce qu'on évoque aussi, puisqu'il faut quand même partir du principe que ce gouvernement n'a pas la majorité absolue et que la partie gauche de l'hémicycle évoque quand même des hausses de SMIC jusqu'à 1 600 € net. On a déjà parlé de ce sujet, mais le sujet est sur la table. Est-ce qu'il faut ou pas augmenter? Alors là-dessus, le dernier baromètre qu'on a sorti au mois de juin a montré effectivement qu'il y avait 80% de nos adhérents qui étaient bien évidemment opposés à cette augmentation sans compensation des charges inhérentes. Ce qu'il faut savoir déjà sur le SMIC, c'est que la hausse du SMIC sur les 2 dernières années dans nos entreprises, c'est 14%. Donc c'est quasiment le niveau inflationniste. On est même sur une indexation de la rémunération par rapport à l'inflation. Et le deuxième élément, c'est que c'est le gros de nos troupes. C'est-à-dire 28% aujourd'hui des salariés sont des salariés dans les TPE et notamment des salariés dans les entreprises à forte main-d'œuvre. Donc nécessairement, si effectivement on a une augmentation sur de l'emploi qui reste de l'emploi non qualifié quand même, globalement. Avec quoi, de nettoyage, société de nettoyage? Oui, c'est ça, entreprise de nettoyage, entreprise dans le domaine du transport. Qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Les HCR aussi, évidemment. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça risque d'être problématique et beaucoup s'engagent à soit ne pas recruter, soit à licencier, parce qu'on rentre là encore dans une espèce de déphasage entre l'activité économique en tant que telle et la pression fiscale actuelle et qui risquerait d'augmenter par ces hausses de d'ailleurs, avec pouvoir un d'achat. risque potentiel pour vos clients, qui sont d'ailleurs souvent très contraints par les appels d'offres, puisqu'en fait leurs prix sont bloqués, mais pour certains d'augmenter les prix. J'évoquais la restauration qui dit pas le choix, on va devoir augmenter. C'est tout le problème. Quand vous voyez aujourd'hui que la restauration se bat, j'ai vu ça sur l'UMI notamment, pour que les tickets restaurants soient justement effectivement fortement canalisés sur les restaurateurs et non plus dans les grandes surfaces, ça fait partie de ce jeu-là, parce que c'est un enjeu économique à plus de 200 millions d'euros. Quand on voit que le salaire moyen dans ces secteurs a largement augmenté depuis déjà les 3 ou 4 dernières années, alors il y avait certainement des correctifs à faire. Effectivement, il faut rester quand même assez carré dans tout ça et c'est pas le chemin qu'on prend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait un message à faire passer au niveau du gouvernement, c'est avant de commencer à engager les discussions, parce que ça a été assez vite, le gouvernement a été nommé samedi et dès dimanche, on parlait déjà de la taxation sur les dividendes des indépendants. Plus après la déclaration de Patrice Martin, on ne sait toujours pas à ce stade. Alors on espère effectivement voir le bout du tunnel d'ici au 1er octobre, mais on ne sait toujours pas à ce stade quelle va être effectivement la punition qui risque de nous être imposée d'un point de vue fiscal. On vous sent un peu en colère contre la position très, très rapide, puisqu'on a le sentiment que Patrice Martin anticipe de toute façon une augmentation des cotisations ou des impôts sur les entreprises. C'est même pas qu'il anticipe, c'est qu'il l'acquiesce en fait. Alors dans le titre, qui est un titre en fait entre guillemets, donc on peut penser que c'est repris. Alors c'est pas le sens de son papier, puisqu'il est effectivement sur, sur une imposition plus ciblée sur les grandes, etc., même en y mettant certains bémols. Mais c'est le message, en fait, qui est assez dévastateur. C'est-à-dire que quand nos adhérents lisent ça, ils se disent « Mais attendez, c'est pas possible. » Mais nous, on n'a rien à voir avec des groupes du CAC. Exactement. Et donc, forcément, c'est la réaction qui nous demande de porter. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'il faut différencier, effectivement, les grandes entreprises, les moyennes et les petites. Les petites sont dans des situations très compliquées que j'évoquais précédemment, et il est nécessaire aujourd'hui d'avoir, on va dire, y compris en termes de prélèvements obligatoires, de fiscalité et même de salaire, d'avoir une politique qui soit mesurée. Ce qui devrait faire, à mon sens, le gouvernement aujourd'hui, s'il veut essayer de donner un petit peu d'espoir, c'est déjà de commencer à penser quels vont être les éléments qu'il va mettre en avant pour une baisse des dépenses et surtout une meilleure gestion de ces dépenses-là. Avant de parler d'augmentation des prélèvements, qui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure... Ah ben oui, justement... il ne démarre pas par réduire les dépenses, il démarre par comment augmenter les recettes. Exactement, oui. Enfin, après, l'un dans l'autre, ça peut arriver à la même chose, mais c'est toujours sur les mêmes cibles. Mais ce n'est pas la même stratégie, puisque vous parlez les dépenses, c'est avoir une vraie stratégie autour de notre fonction publique, autour des axes stratégiques, c'est ça dont vous parlez? Ah ben oui. Enfin, et d'ailleurs, le président du MEDEF l'avait évoqué, les pistes, on les partage de manière assez similaire sur les constats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut éviter de tracer dans les dépenses qui économiquement sont, on va dire, viables pour le développement de notre économie. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on attend des mesures qui soient, des annonces en tout cas, qui soient contraintes. Alors,
Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que le Premier ministre est quand même aussi assez cadré dans sa démarche au niveau du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. C'est ça, je l'évoquais. Et c'est là où effectivement, il n'a pas les coups des franches. Oui, on pourrait essayer de lui faire avaler des couleuvres qu'il n'a pas envie d'avaler, quoi. Donc c'est tout le problème. Avant de nous quitter, Marc Sanchez, on parle beaucoup là de macro, d'économie, de chiffres, et c'est des enjeux forts. Quel est la santé mentale de votre réseau? Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, et d'ailleurs le Premier ministre a évoqué que la santé mentale serait le pilier ou le grand dossier, le grand chantier de l'année. Ils en sont où, vos indépendants? Écoutez, ça fait un moment que je suis dans le monde patronal en tant que chef d'entreprise et responsable syndical, et j'ai jamais vu des taux aussi négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande un petit peu, on le voit dans nos baramètres, quel est l'état d'esprit de nos entrepreneurs aujourd'hui, dans 89%, il est négatif, et ça dure depuis déjà presque une année. Alors, dans le négatif, il y a des variations, il y a ceux qui sont en colère, il y a ceux qui sont complètement désespérés, il y a ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils travaillent trop pour le retour qu'ils en ont et qui ont envie d'arrêter, d'où l'explosion d'ailleurs qu'on a sur les cessations volontaires d'activité. Il y a eu 237 400 cessations volontaires d'activité depuis le début de l'année. C'est plus 10% par rapport à 2023. Alors certes, c'est pas tous des gens qui décident d'arrêter, il y en a qui partent à la retraite, etc. Mais le gros des troupes constitue quand même un nombre certain d'entreprises qui baissent les bras. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf de la guerre, c'est le moral pour un entrepreneur. Évidemment. Et à partir du moment où il est... Et la santé, je le redis. Oui, ça va avec, oui, forcément. Ça peut jouer énormément. Et à partir du moment où il n'est pas présent, ça risque d'être compliqué. Ouais. Merci Marc Sanchez, secrétaire général SDI. Et vous êtes venu, j'allais dire presque en exclusivité sur notre plateau, faire passer les messages à Laurent Saint-Martin et au ministre de l'économie. Tout à fait. Laurent Saint-Martin étant en charge du budget. C'est les messages que vous allez leur transmettre de visu le jour où vous aurez le rendez-vous. Écoutez, oui, et surtout en plus, dans la déclaration de la passation de pouvoir, le ministre de l'économie a dit qu'il allait effectivement être très attentif aux commerçants, aux artisans, aux dirigeants de TPE qui constituent la force vive et la majorité de nos entreprises. Donc on lui dit chiche et on attend effectivement. Merci Marc Sanchez d'avoir donné rendez-vous. On tourne une page après ce grand entretien et ces annonces, ou en tout cas ces revendications. On s'intéresse à la R&D, oui, dans Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet dont on a peu parlé ici sur ce plateau, la RDI. Alors la RDI, c'est Recherche, Développement et Innovation, qui est un booster d'emploi. Oui, ne touchons pas à la RDI, puisqu'on parle de réforme et Michel Barnier cherche des économies. Ne touchons pas à la RDI. Muriel Toiti, ravi de vous accueillir. Vous êtes partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint, avec cet institut transversal, avec un événement, il faut le préciser, qui est directement lié à ce dont on va parler, autour de la RDI, avec des acteurs de premier plan qui vont nous parler de leurs enjeux. Ça sera le 15 octobre prochain, faut-il le préciser, ça sera la 3e édition. Je vous ai vu lever les yeux au ciel quand même. On voit le gouvernement là qui commence à y réfléchir, et on l'évoquait, les impôts, trouver des marges. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation aussi de s'intéresser à l'investissement que fait l'État en matière de recherche et développement et d'innovation? Et comment? Parce il y a un sujet. Il y a un grand sujet, absolument. Alors, je dois dire quand même qu'en la matière, l'État a quand même fait des efforts. On le voit avec notre écosystème d'innovation en France, qui s'est accéléré ces dernières années. En revanche, je rappelle juste que la France alloue 3% de son PIB à la recherche et au développement, alors que dans des pays beaucoup plus petits, et j'en veux pour preuve les pays anglo-saxons et notamment Israël, ça dépasse les 8%. Donc il y a ici un sujet. Quand on ne comprend pas ou on ne prend pas comme postulat de base que la recherche et le développement est le socle même, la fondation de la création de valeur pour justement l'innovation, et qui dit recherche, développement et innovation dit nécessairement croissance, industrialisation de notre pays et création d'emplois. Donc il faut absolument booster la recherche et le développement, notamment avec ce focus dont on parlera le 15 octobre prochain, autour des PME, autour des ETI et même des TPE. Booster la recherche et le développement et l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire des entreprises assez fortes pour avoir des ingénieurs, pour avoir des gens qui cherchent? Ou est-ce que ce sont des organismes de recherche publique? C'est un vrai sujet qui va pouvoir venir apporter une contribution aux entreprises privées. C'est exactement les deux. C'est-à-dire cette capacité
que doit avoir notre écosystème, et je parle de la recherche publique avec le monde de l'entreprise, à conjuguer à tous les temps, si je puis dire, eh bien, cette alchimie entre l'excellence de la recherche fondamentale pour qu'elle bascule à l'applicatif, parce qu'elle est justement dans l'entreprise. Et ce qu'il faut pour cela, c'est d'abord accélérer, stimuler chez nos PME, nos ETI, qui, je le rappelle, sont le poumon économique de notre pays, eh bien, accélérer cette dimension de recherche et de développement en essayant de les accompagner à lever les freins, à leur donner une lisibilité sur tous les moyens pour accélérer justement, et on en a en France, cette recherche et ce développement pour générer des solutions marché et recruter des chercheurs. Ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Recruter des chercheurs, moi, mon obsession au quotidien, c'est de rapprocher la recherche publique avec le monde de l'entreprise, parce que je considère que cette complémentarité dans la différence et l'acceptation de ces différences fait l'alchimie de l'excellence. Et qui dit excellence dit bien évidemment, encore une fois, croissance, industrialisation, et Dieu sait que nous en avons besoin dans notre pays. Et qui dit croissance dit création d'emplois, donc valeur. On se souvient de crises passées, lointaines maintenant, sur la souffrance de nos chercheurs, de nos doctorants, qui, on s'en souvient, partaient aux États-Unis ou ailleurs pour pouvoir développer leur recherche. Est-ce qu'on doit mieux traiter nos chercheurs, ceux qui vont justement nourrir la R&D des entreprises ? Il faut faire un distinguo. Les chercheurs, on a des chercheurs en France qui sont excellents, mais qui font beaucoup de recherche fondamentale. J'ai toujours dit... C'est le grand débat d'ailleurs. Venant d'un écosystème qui est à 4000 km d'ici, on en a débattu ici, le Technion de Haïfa, que le chercheur doit devenir désormais, dans le monde global dans lequel nous vivons, un chercheur entreprenant. Je ne dis pas entrepreneur, je dis un chercheur qui s'acculture facilement. Donc, tourné vers le monde de l'entreprise. Bifurqué vers le monde de l'entreprise de façon sereine et décomplexée, pour pouvoir s'allier avec ce monde de l'entreprise pour justement développer ces solutions technologiques marché, raisonner marché aussi, mais l'histoire, le récit n'est pas que unilatéral, il faut aussi que l'entreprise s'acclimate au monde de la recherche publique, développe ce que moi j'appelle un bien commun, autrement dit un langage commun audible et lisible pour tous et partagé par tous, pour ensemble générer cette valeur. Ils partent, effectivement, ceux qui ont, au-delà de chercher, ceux qui aussi trouvent, partent. Pourquoi ? Parce qu'il y a en France encore, hélas, énormément de freins. J'en veux pour preuve les freins administratifs, j'en veux pour preuve les freins financiers, même si la France a depuis 5 ans mis au point avec France 2030 par le président de la République un plan d'investissement à hauteur de 54 milliards pour pouvoir justement rattraper le retard industriel en France. J'en veux pour preuve également des mécanismes, et on les connaît, comme le crédit impôt recherche, les tests CIF, les PCRD ou encore Horizon Europe et Horizon C'était ma première question d'ailleurs. Absolument. Attention, pas touche, parce que c'est ce qui permet aux entreprises de pouvoir continuer à être innovants et compétitifs. Compétitifs parce qu'on doit devenir premier rang des cordées en la matière, on doit réindustrialiser notre pays, on doit travailler, et chaque entreprise a aujourd'hui, me semble-t-il, une responsabilité sociétale et économique à cranter de la recherche et du développement pour de l'innovation en leur mur et faire en sorte que chercheurs et consultants ou collaborateurs d'entreprise, la main dans la main, travaillent ensemble. C'est le sens de cette 3e édition de l'événement annuel de l'Institut chez OnePoint, où nous accueillerons 3 tables rondes dont vous me faites l'amitié d'en animer une, avec des patrons de PME, des patrons de TI, avec des présidents d'institutions de recherche et d'écoles. L'idée était de mettre ensemble des personnalités, des typologies de profils différentes pour créer ce débat et accélérer vers le haut notre société. Merci Muriel Toiti. 3e édition de cet événement sur la R&D, vous l'aurez compris, partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint et à la tête de cet institut transversal, vous l'aurez compris. Merci à vous. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Saïd pour le son et merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à vous pour votre fidélité et vos messages. Je vous dis à très bientôt. Merci Arnaud.